Et il y avait un sondage aussi. Ouais, il y avait un sondage qui est plus violent, celui-là. Et donc ça, c'est un peu dans le documentaire, le moment où moi j'ai fait, oula, ouais, c'est quand même chose qui se passe en ce moment. Ils ont fait dans plusieurs pays, mais ils ont pris notamment les États-Unis, où ils disent qu'ils ont demandé à des employés quelle part d'entre eux se sentent impliqués et épanouis au travail. C'est 21%. Quelle part d'entre eux ne se sentent pas bien dans leur travail? 60%. 61, je crois même. Et après, ils ont mis quelle part des salariés se sentent malheureux au point de potentiellement nuire à leur société. Et là, tu avais un 18%. Quoi. Et c'est horrible parce qu'en fait, le simple fait de se dire tu as un salarié sur 5 qui potentiellement se sent si malheureux, et ça varie dans les pays. Hein. Je crois qu'en Corée, c'est quasiment 20%, 25%. T'avais, au Kenya, c'était aussi très haut. Enfin, donc du coup, tu te dis, mais moi, ce qui me choquait le plus quand je voyais ça, en tant qu'entrepreneur, vraiment, c'est, mais dans ce cas-là, pourquoi vous restez là? En fait, c'est terrible. Oui, mais alors, ça, pourquoi il reste tu sais, il y a sûrement une pression aussi financière. Je suis d'accord, mais moi, ce que j'ai connu, j'ai eu des boîtes dans lesquelles j'étais, ça ne m'allait pas, mais je cherchais ailleurs, ou je me formais à côté. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est quand moi, j'étais en audit, j'étais dans une boîte d'audit, effectivement, à un moment, j'ai vu que si je ne faisais pas attention, j'allais me retrouver, parce que j'étais en IT audit, donc il y a un peu plus du conseil. Et si tu ne fais pas attention, tu te retrouves vite attiré dans les missions d'audit pur, où tu fais des horaires bien plus grands pour un salaire bien moins intéressant. Il y en a plein qui se sont fait avoir, du coup, qui se font avoir, qui commencent 1 ou 2 missions pour s'occuper, parce qu'il n'y a pas beaucoup de missions, et qui se retrouvent happés là-dedans et qui ne s'en sortent plus. Et donc, du coup, ce que je disais souvent aux gens, c'est moi, quand ça a commencé à m'arriver, rapidement, j'ai mis les bouchées doubles pour être visible auprès des managers qui pouvaient mettre sur les missions que je voulais. J'ai fait en sorte même à un moment, j'ai pris des formations spécifiques la plupart des boîtes, souvent, te donnent un curriculum de formation. Mais très peu de gens l'utilisent, en fait. Ils disent, mais tu peux te développer dans ça, tu peux te développer. Moi, par exemple, je me souviens, je ne connaissais rien aux réglementations bancaires, mais j'ai fait une formation dessus parce que je voulais des missions dans les banques ou les assurances. Donc souvent, les gens, je pense qu'ils négligent la place que peut avoir leur propre autonomie. Ce qui est vrai souvent, c'est que quand ils encaissent une charge de travail désagréable, parce qu'ils ne l'ont pas choisi, ils ont du mal à mobiliser l'énergie pour s'en sortir. Ils mettent beaucoup d'énergie à le supporter. Après, tu sais, je pense qu'il y a il y a un background à avoir, c'est-à-dire pour avoir... c'est un état d'esprit, en fait, finalement, tu vois. Je suis malmené, comment est-ce que je réagis? Comment je m'en sors, exactement. C'est même pas que lié au travail, tu vois. C'est-à-dire que dans d'autres domaines, je pense que, pareil, si tu es malmené, tu vas réfléchir à comment t'en sortir, etc. Parfois, les gens, et c'est ce qu'ils disent dans le docu, parfois, les gens sont un peu perdus. Et c'est vrai, dans le docu, c'est vraiment ça. Ouais, et donc, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne. Moi, je dis toujours, c'est pour ça que la bienveillance, c'est super important. Bien sûr. Parce que tu sais pas ce qui se passe dans la vie personnelle de la personne à qui tu parles. Non, c'est sûr. Ce jour-là, peut-être que un parent est malade. Non, c'est sûr. Voilà. Non, mais attention, moi, je parle vraiment pas des gens qui ont des moments difficiles. Ce qu'ils décrivent dans le documentaire et qui, moi, m'a vraiment surpris, c'est notamment ce qui conduit au burn-out. C'est que les gens ont des périodes comme ça de souffrance sur des années. Et c'est ça qui les détruit. Pour avoir croisé des gens qui ont fait des burn-out, et c'était un sujet effectivement dont il faut qu'on parle, il parle beaucoup du burn-out dans ce documentaire, et ce que moi j'en ai retenu, c'est que le burn-out ressemble beaucoup en entreprise aux mêmes symptômes que les gens qui sont malheureux dans leur vie personnelle. Je ne vais pas dire que c'est lié, c'est pas forcément vrai, mais l'une des choses que moi je trouve qui est intéressante dans le documentaire, c'est que j'ai trouvé que les gens voient trop le burn-out comme étant dû à la faiblesse de quelqu'un. Par exemple, il a du mal à changer de boulot, etc. Alors que quand tu écoutes les personnes, ce que moi j'en retiens, et peut-être que je me trompe, mais tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui sont burn-out, c'est ceux qui font, au contraire, de l'obsession. Ouais, et de la témérité à s'accrocher à leurs attentes. Comme tu dis, ils sont perdus. Donc, au lieu de se remettre en question et potentiellement changer de direction, ils forcent sur la direction actuelle qui les fait souffrir, parce qu'ils veulent absolument ou maintenir une image auprès de leurs amis. Parce qu'un truc qui est choquant dans le burn-out, ils en parlaient, que les gens n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Et même dans le documentaire, tu as un gars qui dit que c'est la première fois qu'il est dans le documentaire, il parle de son burn-out.
Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, sachez qu'on a prévu depuis un moment déjà de faire un épisode spécial sur le sujet Bien sûr. santé mentale, burn-out. Ça viendra. On le prépare parce qu'on voudrait quelqu'un avec nous, mais on le prépare. On le prépare, ouais. Et je pense qu'en entreprise, c'est encore plus spécifique. Parce que je pense que le burn-out en tant qu'entrepreneur ou en tant que solopreneur, freelance, il est très lié à ta capacité à peut-être répartir les tâches ou à accepter ce qui est priorisé ou pas. Mon entreprise, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont présenté, c'est que c'est beaucoup lié à la représentation que les gens ont d'eux-mêmes. C'est que, parce que, et c'est souvent ça, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais donc un TikToker et qui est aussi il a un livre qui s'appelle Jay Shetty, qui est un ancien moine. Qui est un ancien moine qui maintenant fait dans le développement personnel. Il était à The Diary of a CEO. Exactement, il était à CEO, my man, c'est exactement ça. Et Jay Shetty, il disait, et lui et plein d'autres, en fait, n'importe quelle étude en général du bonheur arrive à te dire que tu n'es malheureux qu'à cause de tes attentes. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui en fait ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congosa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kaï et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. En fait, ce n'est pas tes circonstances qui font le bonheur ou pas. Parce que plein de gens dans des circonstances identiques ne sont pas malheureux. Ce qui crée souvent de la souffrance chez l'être humain, c'est le delta entre leurs attentes et leur réalité. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le burn-out est un syndrome et un symptôme de il faut que les gens se posent plus de questions sur leurs attentes au lieu de se poser des questions sur leur situation. Beaucoup de gens sont en boucle en se plaignant de leur situation. Je peux comprendre que tu n'es pas forcément en position de trouver une solution. Mais tu avais aussi le cas où les personnes ne conscientisaient pas forcément. C'est-à-dire qu'en Ils ne se rendaient même pas compte. Non, ils ne se rendaient même pas compte. Et c'est pour ça que c'est important que tu dises effectivement, ce n'est pas que lié à j'ai un problème personnel, etc. Il y a des gens en fait qui ils performent, ils sont à fond, ils sont au taquet, ils sont là. Tu les vois, ils sont super forts. Mais en fait, ils sont en train de se détruire. Et c'est effectivement, je pense, comme tu dis, ils s'attachent en fait à cette image. Comme je suis Superwoman, je Superman, suis le man, truc, exactement. Je dois garder cette image-là. No matter what, exactement. Et ça, ça c'est... C'est très dur. Tu vois, c'est que ça correspond par exemple chez moi à un autre point que j'ai souvent vu, qui n'est pas lié au burn-out, mais qui est un peu, dans le documentaire, ils en parlent aussi, le danger de la sécurité. Tu vois, par exemple, souvent les parents africains, comme les parents chinois, vont te dire il faut que tu bosses dans un grand groupe.
et que tu bosses, bon, aux États-Unis, c'est plus fréquent. Si par exemple tu vas bosser dans un grand groupe, tu seras payé extrêmement bien. À faire des fois des choses pas terribles, hein, qui te plaisent pas vraiment. Le problème avec ça, c'est que pour en sortir, c'est très dur. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu y es, tu prends goût à un style de vie et surtout à un prestige social. Exactement. Qui est très dur à abandonner. Ça, et le prestige social, c'est ce qu'il y a de plus addictif. Et justement, dans les 6 raisons qui font qu'un métier vous plaît ou pas, c'est qu'il faut que les gens soient clairs sur qu'est-ce qu'ils attendent en termes de prestige social. Et qu'ils en prennent en compte dans la balance de leur bonheur. Parce que des fois, les gens, ils souffrent d'une situation parce que le prestige social que les gens leur donnent pour la situation est vécu comme un mensonge ou une injustice ou vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que de bosser là-bas. Mais il y a autre chose. Il y a effectivement le lieu, la boîte où tu travailles. Ouais. Mais également, il y a un énorme attachement au titre. Au titre, exactement, pareil. Directeur je me souviens, le premier stage, j'avais fait un stage au Bénin. C'était, tu sais, les gens s'appellent DGA. DCCO. C'est quoi DCCO? Il est directeur de la communication et de ok, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a ce truc-là. Là, c'est la partie marrante, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose. Et on me l'a fait comprendre quand je rédigeais même les trucs, les fiches de poste des conseillers RH. Je dis... attention, ici... Les titres sont importants. Ouais, quand tu dis un mot, quand tu dis manager, quand tu dis directeur, les gens, ils s'attendent à certaines choses. Exactement, c'est vrai. Donc ça, c'est... prestige social, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est important et les gens sont prêts à être dans un travail ou une mission qui est pas forcément valorisante en échange d'une bonne visibilité auprès de leur entourage social. Et c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment aux États-Unis en ce moment, comme tu sais, il y a pas mal de licenciements en cours, etc. Et ça crée une situation où tu te rends compte pour la première fois que quelqu'un qui bosse chez Facebook, même quand il n'est pas viré, il commence à stresser. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, il ne trouvera jamais un salaire et un prestige pareil ailleurs. Donc même s'il ne perd pas son job, il devient anxieux à l'idée de le perdre. Et du coup, c'est une souffrance nouvelle qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'en fait, comme les gens ne bougeaient pas vraiment avant, tu sais, tu avais un poste, les parents, ils faisaient 30, 40 mois dans un poste, et puis c'est terminé. Donc, tu avais moins de souffrance liée à, et c'est encore une fois une chose fréquente dans notre génération, c'est la souffrance liée à l'étendue de choix. Comme tu as l'impression que tout est possible, que tout est à ta disposition, tu es toujours en souffrance de ce que tu as. Tu es quasiment jamais satisfait et, comme on en a parlé jamais, tu n'as jamais de gratitude. Tu es toujours en mode merde, même ce que j'ai, je risque de le perdre. Mais malgré ça, moi, je suis optimiste. Alors, je n'ai pas vu d'études et donc je me base que sur un feeling, mais j'ai quand même le sentiment que les plus jeunes ont cette volonté vraiment de privilégier le cadre, l'équilibre, tu vois. Parce que quand ils ont cette expérience où ils vont dans le groupe en question, ils ont le bon statut, mais qu'il y a un manager qui leur crie dessus, etc. Je pense qu'ils sont plus prêts à laisser qu'avant. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, c'est sûr en Occident. En Occident, oui. Parce qu'il y a des gens maintenant, ils viennent, ils te posent en question. Alors, l'entreprise, elle est engagée pour quelle cause, tu vois. Non, mais ça me fait toujours rire, ça. Oui, non, mais c'est un très bon point parce que les gens peuvent demander, mais moi, je m'inquiète souvent au contraire, est-ce qu'on va pas dans l'autre extrême, du coup? Cette souffrance peut devenir différente. Ça peut être la souffrance de aucun endroit n'est assez bien pour eux. Tu vois, c'est là le danger. Tu vois, c'est comme dans le documentaire, il parle du fait que les startups ont toujours été des ateliers à burn-out. Ce qui est vrai parce qu'effectivement, une startup, c'est tu cours un marathon à la vitesse d'un sprint. C'est ça la définition d'une startup. Donc par définition, c'est pas le rythme agréable et ça coûte forcément. Sauf que normalement, c'est censé durer 4-5 ans. Le problème souvent, c'est que les 3/4 des gens aujourd'hui ne se voient pas, ne planifient pas leur carrière sur le long terme. Ils ne se disent pas, je vais faire ou 30 ans là, ou au contraire, au bout de 4 ans, je dois acquérir telle compétence. Ils ne viennent pas dans la société en se disant, voilà ce que je veux en retirer. Ils se laissent un peu porter,
au fur et à mesure de leurs sensations, de leur sensibilité. J'aime bien ça, j'aime pas ça, telle cause me plaît, tel cadre me plaît. Sauf que des fois, ils sont dans des situations où le cadre seul suffit pas. Et donc, ils arrêtent et ils ne retrouvent jamais quelque chose qui correspond parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Souvent, les gens oublient qu'au-delà du salaire, un travail doit être, c'est peut-être ton purpose quelque part. Ça doit être quelque chose qui te... Oui, alors ça, il y a une question aussi de à quel âge tu te poses la question. Parce que exactement, c'est très dur. C'est comme pour le choix des études. Ouais. L'orientation, c'est compliqué. C'est un combat. Tu es là, tu as 17 ans, on te demande, ouais, tu veux faire quoi? Tu regardes à gauche, à droite, tu ne sais pas exactement. Tu vois, c'est un vrai sujet. Hein. Et surtout chez nous, tu retrouves des jeunes... moi, j'aime bien quand on fait des tournages, par exemple, bien sûr, parler avec les figurants. Tu vois, tu fais quoi, etc. Et le gars, il va te dire, j'étais à l'université, là, Cody, maintenant je cherche un travail. Tu cherches en quoi? En chimie. Oh. Tu vois, ou criminologie, ou tu vois, des trucs comme ça. Et ça te fait rire que 15 secondes, parce qu'après tu te dis, mais qui t'a dit ça, en fait? Qui t'a laissé faire ces études-là? Imagine si quelqu'un a eu du mal à trouver un emploi, tu vois. Et donc, ça m'amène à la question. C'est que les gens qui ont du mal à trouver un emploi, moi j'ai plusieurs amis, par exemple, je vais te donner un exemple, un ami à moi qui a fait des études de com, malheureusement. Genre, pour le coup, c'est souvent là, les gens ont du mal après à trouver du bon boulot en France. Il a mis 1 an, il n'a pas trouvé de boulot. Il a trouvé un boulot qui était très mal payé, parce qu'il a fait un bac+5, on le payait genre 1 200 €. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, il a vu que sa copine a eu un poste avec nous en audit, 2 300 €. Et il a fait de la com, donc rien à voir avec l'audit. Tu sais que le mec, il a travaillé pendant 1 an dans la boîte pour pouvoir payer une école de commerce, pour faire les études que nous, on a fait, un truc similaire. Il a fait 1 an d'études, donc il avait un salaire encore plus bas. Et il travaillait les week-ends, il faisait McDo, Häagen-Dazs, etc. Pour après 2 ans et demi après, avoir un poste dans la boîte de sa femme. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est une question en fait de long terme. C'est-à-dire que lui, il s'est juste dit, ça va pas. J'ai tellement galéré pour trouver que si je reste là-dedans, je serai toujours en souffrance. Et pour le coup, c'était un gars qui en plus était, tu sais, il a quand même le sujet quand tu es africain aussi, des papiers. Donc lui, il avait quand même un problème de papier. Il s'est dit, je peux pas être sans travail. Il faut que j'ai une raison. Donc il y avait tout un système qu'il a mis en place pour se sortir en fait de ça. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, c'est une situation de souffrance, il faut pas la laisser telle qu'elle.